Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous, parce qu'il y a peut-être des hommes qui sont connectés avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans notre webinaire Ma Bonne Fée. Comme vous le savez, tous les mois, on organise des webinaires avec des thématiques intéressantes, parfois que vous avez demandé, qui ont été parfois demandées par votre direction. On est très heureuse aujourd'hui, Landy et moi, de co-animer ce moment. On va parler d'endométriose et d'alimentation. Je vois que quelques personnes sont déjà connectées, donc je vous laisse vous installer tranquillement, me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On fait tous les paramétrages. Faites-nous un petit coucou pour nous dire si tout est OK de votre côté. Alors, je me présente, moi je suis Élodie Molosa, coach expert chez Ma Bonne Fée. Et peut-être que certains, vous me connaissez déjà. J'accompagne les salariés sur toutes les questions de conciliation vie pro, vie perso, évolution professionnelle, bien-être. Et aujourd'hui, je suis avec Landy. Landy, comment vas-tu? Est-ce que tu es en forme ce matin et prête à attaquer ton sujet? Merci Elodie. Ben oui, prête à attaquer ce sujet si important, si précieux pour nous les femmes surtout. Voilà, je vais très bien. Donc moi je suis Landy, nutritionniste diététicienne chez Ma Bonne Fée. Donc je coach les salariés dans le cadre de leur rééquilibrage alimentaire ou tout autre sujet, voilà, divers et variés. Donc c'est super intéressant. C'est très intéressant et j'en profite parce qu'on a encore quelques petites minutes. On a plein de personnes qui sont en train de se connecter. Corinne, Camille, bonjour. Jessica, bonjour Sadio, Émilie, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est vrai que Landy, tu es dans l'équipe Ma Bonne Fée depuis un moment. Tu animes des webinaires souvent centrés sur l'alimentation parce que c'est ton expertise. Et depuis quelques temps, tu es entrée dans la team des experts et tu accompagnes les salariés, hommes et femmes, sur les questions d'alimentation, d'équilibrage alimentaire. Alors, voilà, dis-nous un peu comment se passent tes séances. Bah écoute, ça se passe super bien, super bien. C'est vrai qu'en général, voilà, c'est hyper sympa, hyper convivial. Et puis, on est dans un cadre intime, on va dire, strictement confidentiel aussi. Donc, c'est très bien. Voilà, on parle de choses et d'autres. En Pourquoi tu abordes un petit peu, ouais. Ouais. Donc en général, bien sûr, on définit un petit peu les objectifs, les problématiques, les attentes des salariés, et puis en fonction de des spécificités, je donne des conseils adaptés et qui se terminent par des petits challenges fixés par le salarié lui-même. Voilà, donc ça marche très bien. Ok, et ben c'est super. Ben, en tout cas, maintenant que vous êtes toutes bien installées et prêtes à faire ce webinaire, je vais laisser la main à Landy. Landy, vas-y, tu peux entrer dans le vif du sujet et nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, ce que j'ai oublié de dire, n'hésitez pas, mesdames, si vous avez des questions à les mettre dans le chat, tout au long du webinaire, Landy prendra le soin d'y répondre. Je prendrai le temps de lui lire vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos expériences, vos besoins, vos requêtes, vos questions. On va faire tout pour pouvoir y répondre. Landy, je te laisse la main. Très bien, merci Lucie. Donc aujourd'hui, on va parler de alimentation, nutrition et endométriose. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de voir ensemble vraiment quelle est la véritable relation entre la nutrition et endométriose. Nutrition inclut alimentation et activité physique. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire un petit peu, les conseils pratiques, vers quoi il faut aller en termes d'alimentation, d'activité physique adaptée et qu'est-ce qu'il faut, on va dire, diminuer en termes de consommation. Et aussi, je terminerai par des conseils pratiques, on va dire des menus conseillés ou d'autres tips qui pourraient aider justement au quotidien. Voilà, donc on va commencer par les chiffres actuels. Donc ce sont des chiffres issus des dernières publications scientifiques. Alors pourquoi c'est important d'aborder le thème de l'endométriose de l'alimentation aujourd'hui? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme menstruée sur 10 souffre d'endométriose.
70% des femmes souffrent de douleurs chroniques invalidantes au quotidien. 40% des cas d'infertilité sont malheureusement liés à l'endométriose et quand même, il faut 7 ans en moyenne pour diagnostiquer la maladie. Voilà. Donc, l'endométriose est devenue vraiment une problématique sociétale, une problématique aussi de santé publique actuellement. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? Donc, une petite définition, un rappel sûrement. Donc, l'endométriose, c'est vraiment l'accumulation, on va dire l'épaississement de la muqueuse utérine qui se développe en dehors de l'utérus. Comme on le sait, nous les femmes, donc on a l'endomètre qui commence à s'épaissir au fur et à mesure qu'on avance dans notre cycle menstruel. Et dans le cas d'endométriose, et ben cette muqueuse utérine, au lieu de rester dans l'utérus, va aller dans les autres organes voisins du type les ovaires, les trompes, les intestins, la vessie, etc. Et donc, au moment du cycle menstruel, au moment donc des règles, justement, il y a le saignement qu'on connaît tous les mois et qui sont les règles, mais dans le cas d'endométriose, le saignement ne peut pas se faire au niveau des organes autres que l'utérus, et donc c'est ça qui provoque l'inflammation au fur et à mesure que les années avancent ou le temps passe. Donc ça, c'est la définition. Maintenant, donc, on va essayer de voir ensemble la relation entre nutrition donc et endométriose proprement dite. La nutrition, comme on sait, c'est un déterminant de santé. Un déterminant de santé, ça veut dire que la nutrition a la capacité d'impacter favorablement ou défavorablement notre santé. Donc, la nutrition aurait un impact sur le risque de développer une endométriose. Alors, j'insiste sur le mot aurait, malheureusement, parce que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de recommandations précises sur les bases scientifiques, j'entends, concernant la relation entre nutrition et endométriose. En tout cas, ici, ce que je vous donne là, donc ce sont les données issues des JFN, c'est les dernières journées francophones de la nutrition 2024. Et voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, la régulation du métabolisme des hormones stéroïdiennes du type donc œstrogène, etc. donc peut être impactée par la nutrition. La nutrition peut aussi avoir un effet sur les contractions musculaires et aussi sur la régulation de l'inflammation. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une relation qui commence à se dessiner entre nutrition et endométriose en l'état actuel des connaissances scientifiques. Donc, influence de la nutrition sur les symptômes maintenant de l'endométriose. Là, encore une fois, les données actuelles ne permettent pas de déterminer véritablement si c'est le fait de suivre un régime alimentaire spécifique qui va diminuer les symptômes douloureux de la maladie ou simplement l'adoption d'une alimentation saine globale. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut dire actuellement sur l'influence de la nutrition sur les symptômes de l'endométriose. Donc, il y a quand même on va dire des conseils, des repères qui se dessinent petit à petit au fur et à mesure et en fonction des données actuellement disponibles. Et donc déjà aller vers donc une alimentation adaptée. Alors, quand une femme donc souffre d'endométriose, des fois, on va dire le réflexe, c'est d'éviter certains aliments. Donc là, on va parler du fait où est-ce que on peut éviter certains aliments versus il faudrait adapter un régime alimentaire, peu importe lequel, et adopter une bonne habitude de vie. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont un profil alimentaire de type
occidental, on va dire, ou de type pro-inflammatoire, hein, je mets bien les guillemets sur pro-inflammatoire, aurait un risque augmenté de développer l'endométriose. Et par contre, les personnes qui évitent certains aliments du type les aliments contenant du gluten, les produits laitiers, etc., ces personnes-là peuvent être quand même sujettes à des carences à long terme. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de preuves scientifiques et pour l'instant, ça peut générer des peurs alimentaires plus qu'autre chose. Donc ça, c'est le risque augmenté. Alors, le risque diminué, les femmes qui présentent une alimentation globale de bonne qualité, on va y revenir plus en détail tout à l'heure, et donc auraient quand même un risque diminué de développer l'endométriose, et l'activité physique adaptée, ça on va y revenir, va jouer un rôle très important. Et là, du coup, du côté activité physique, il y a des données actuelles qui sont un petit peu plus fortes, portées même par le ministère des Sports. On va y venir tout à l'heure. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Une femme qui souffre d'endométriose a quand même besoin d'avoir des éléments de réponse sur comment elle peut manger pour justement éviter, diminuer au moins les douleurs liées à l'endométriose. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui serait c'est de dire il y a plusieurs écoles, mais de plus en plus on parle de régime méditerranéen. C'est quoi le régime méditerranéen? Augmenter les aliments d'origine végétale, les céréales de préférence de type semi-complète ou complète, si la bourse le permet. Les légumineuses, donc ça peut être les pois chiches, haricots rouges, les lentilles, les fruits et légumes bien évidemment, et les condiments du type ail, oignon et les herbes. Ensuite, ajouter les graisses insaturées comme l'huile d'olive, par exemple, ou les huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza, etc. Prendre des produits laitiers, mais des produits laitiers sous forme fermentée pour enrichir, pour éviter en fait tout ce qui est impact sur le métabolisme hormonal, et la cuisine traditionnelle bien évidemment, et produits bruts si possible, on va y venir aussi tout à l'heure, produits bio bruts c'est possible, et si possible bio, voilà. Donc, augmenter la consommation d'un certain nombre d'aliments, modérer ou diminuer ou limiter la consommation d'autres aliments, donc les viandes rouges, certains produits laitiers, les produits ultra transformés et les aliments contenant du gluten, surtout en cas d'inconfort digestif ou de troubles digestifs. Et ici, j'ai fait une petite liste des nutriments à ne pas négliger. Les micronutriments, bien évidemment, les vitamines, minéraux, les polyphénols. J'ai parlé de l'oméga 3, les fibres, et puis tout ce qui est autour de l'alimentation qui pourrait contribuer quand même à diminuer le stress et à donner à l'alimentation cette dimension aussi sociale, la convivialité, la commensalité, le fait de manger ensemble, la modération, etc. Donc ça, c'est vraiment le tableau, on va dire, un petit peu actuellement, scientifiquement, on va dire, validé, mais pas, voilà. C'est ce qu'on peut dire, donc au jour d'aujourd'hui, ça peut encore évoluer en fonction des connaissances. Maintenant, je vais parler de l'activité physique adaptée. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les données sont plus fortes, les preuves scientifiques sont plus fortes, puisque ce sont des données issues du ministère des Sports. Donc, c'est une recommandation du ministère des Sports sur activité physique
et endométriose, donc recommandations qui sont sorties donc en 2024, donc c'est très 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 récent. Donc la pratique d'une activité physique adaptée va permettre la diminution justement de l'activité des lésions, donc l'inflammation de l'endométriose. Bien sûr, ça va permettre aussi un meilleur contrôle corporel, notamment sur la zone pelvienne, là où se logent justement ces inflammations-là. Va aussi augmenter les protéines anti-inflammatoires, donc justement les protéines qui vont empêcher que les inflammations soient exacerbées, on va dire, et une réduction et une meilleure maîtrise des douleurs physiques, et un effet anti-inflammatoire dans son ensemble, et bien sûr une meilleure aussi mobilité viscérale. C'est-à-dire que plus on fait bouger la zone atteinte par l'endométriose, et bien plus on va contribuer justement à diminuer cette inflammation. Voilà, donc en ce qui concerne les bienfaits de l'activité physique, voilà ce qu'on peut dire. Et les recommandations, ce sont des recommandations, vous allez voir, hyper usuelles, pratiques, et les recommandations bien reconnues un petit peu par le grand public. Donc faire une activité d'endurance à intensité modérée, 30 à 60 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine, mais au moins 3 fois par semaine, et avoir une activité de renforcement musculaire, mais attention à intensité modérée pour ne pas accentuer les douleurs au niveau de l'abdomen, et vraiment essayer de solliciter les principaux groupes musculaires. Donc la recommandation en ce qui concerne l'activité physique, le renforcement musculaire, c'est de 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, ce qui est important à noter, justement au niveau de l'activité physique, il ne faut pas ressentir les douleurs à l'exercice, c'est-à-dire ne pas forcer. C'est-à-dire que au moment où la personne fait son activité physique, que ça va encore augmenter encore plus les douleurs, il faut vraiment essayer de diminuer ou de changer d'activité. On peut donc ajouter au programme d'activité physique les temps d'assouplissement. Il faut être régulier dans la pratique d'activité physique. Donc, le ministère des Sports recommande de ne pas rester plus de 2 jours sans exercice et réduire, bien évidemment, les temps de sédentarité. Ça, c'est un petit peu pour tout le monde, mais encore plus quand on a l'endométriose. Donc ici, il y a également, je vous ai mis les activités bien-être. Donc si la personne est peu ou pas active, elle peut commencer à faire des pilates, yoga, la marche nordique, la marche active, les assouplissements, etc. Et si la personne pratique déjà une activité physique ou sportive, et si celle-ci n'entraîne pas de douleur, donc ça c'est très important, et ben elle peut continuer à pratiquer son activité physique, mais quand il y a des pics de douleur, elle doit tout simplement réduire l'intensité de son activité. Alors Landy, avant qu'on aille plus loin, on n'a pas trop de questions pour l'instant dans le chat, mais moi finalement je voulais demander quand même à nos participantes si pour elles ont le sentiment, est-ce qu'elles ont déjà, si elles sont concernées en tout cas par l'endométriose, si elles ont déjà remarqué un changement dans leurs symptômes, dans la gestion de la douleur, en fait, en lien avec, bien entendu, leur alimentation. Et est-ce qu'elles entendent là, ça leur fait un petit peu des éclaircissements, parce que c'est important de le savoir. Et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de choses vraiment très avérées, mais que la science, en tout cas, et la recherche continuent à travailler vraiment là-dessus. Et ce qui est bien, c'est d'avoir les feedbacks en fait des participants qui sont peut-être touchés par l'endométriose, donc qui ont des amis touchés par l'endométriose, à savoir, est-ce que vous avez remarqué un changement dans votre alimentation, peut-être que vous avez fait et qui a eu un impact sur
la gestion de la douleur. Et je vois qu'effectivement, il y a des commentaires qui arrivent. On a Marine qui dit: «J'ai arrêté le gluten il y a 5 ans et ça a été radical pour moi». Alors le gluten, c'est un vrai sujet, Landy, tu vas nous en parler tout à l'heure. Jessica dit que l'alimentation aussi a eu un gros impact de son côté. Qu'est-ce que vous avez changé, Jessica? Ça serait intéressant qu'on le sache. Marine rajoute: par ailleurs, je pratique le yoga depuis 10 ans et ça calme effectivement les douleurs. Et Mariem dit: j'ai plus de douleur quand je prends j'ai plus de douleur quand je prends du poids. Donc Mariem, elle fait le lien entre sa prise de poids, donc forcément qui a eu un impact, je pense, hein, sur son alimentation et la manifestation des symptômes. C'est très intéressant, Landy. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, c'est très, très, très intéressant. Le gluten, effectivement, ça, en fait, c'est ça. Effectivement, ça dépend de chaque personne. Hein. Pour Marine, ça a été radical et vraiment, c'est super. C'est vrai que c'est pas c'est quelque chose. En fait, c'est une compilation de petites choses qui va faire qu'il y aura vraiment un impact. Donc, c'est très bien, en tout cas pour Marine. L'alimentation pour Jessica, effectivement, a eu un gros impact. Faire attention, mais dès qu'il y a des écarts, j'ai des crises de spasme. Donc, c'est ce que je dis toujours, et c'est ce que je dis répète aussi dans mes coachings. En fait, l'alimentation est très personnelle. Et donc, quelque part, nous, en tant que diététicienne, nutritionniste, on donne effectivement les conseils génériques, mais après, à charge à chaque personne, vraiment de doser un petit peu en fonction de comment elle ressent, comment elle se sent, elle ressent les choses et comment les douleurs ou etc. Diminuent. Je regarde en même temps. J'essaie de faire un. D'accord. Très bien, non. N'hésitez pas effectivement à faire vos retours et on pourra rebondir là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein. Très bien. Alors, je continue. Donc, si je continue au niveau activité physique, tout simplement, ce qu'il faut faire. Alors, vous avez vu, hein, c'est presque des conseils de bon sens. Vraiment, il faut le sentir, bien évidemment, au quotidien et au moment des douleurs. Donc, ce qu'il faut faire, expirer lors de la contraction des abdominaux, contracter le périnée. Et privilégier des exercices de renforcement abdominal hypopressif. C'est quoi les exercices de renforcement abdominal hypopressif? Voilà, s'allonger sur le tapis, hein, par terre, avoir les pieds sur une chaise par exemple, et faire ces exercices comme ça. Donc ça, ce sont les renforcements abdominaux hypopressifs. Alors, ce qu'il faut éviter, bien évidemment, c'est d'avoir plus de douleur. Donc, inspirer ou bloquer sa respiration pendant la contraction des abdominaux, creuser le bas du dos, rapprocher les épaules du bassin pendant l'exercice. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est ce qui va exacerber encore plus donc les douleurs, puisque l'activité physique est là pour vous soulager. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, Landy. Tu disais c'est vraiment des conseils en fait simples et de bon sens, mais c'est vrai que par exemple de manière générale, même quand tu n'as pas d'endométriose, faire de l'exercice c'est important, etc. Mais on se rend compte, comme tu le disais, que un petit effort par là et un petit ajustement par là va avoir un impact. Et donc on le voit, hein, on a pas mal de commentaires sur le chat par rapport à ça. Il y a Jessica Jessica, donc on avait déjà lu son commentaire. Il y a Maria qui dit: je n'ai pas d'endométriose, mais j'ai le SOPK et les symptômes diminuent quand je mange correctement. Nathalie dit: une alimentation adaptée et saine est la règle d'une meilleure santé, mais ne stoppe pas l'origine du mal. On est bien d'accord. Hein. Là, le sujet de ce webinaire, c'était de faire le lien entre les symptômes liés à l'endométriose et l'alimentation, la nutrition, comment on peut faire pour essayer un peu d'avoir un meilleur équilibre de vie, tout simplement, parce que voilà, ce sont des symptômes qui sont quand même très impactants
dans la vie des femmes qui parfois immobilisent complètement. Ça peut vous vraiment vous exploser une journée de travail ou voilà, vous voulez faire quelque chose et c'est plus possible parce que vous êtes dans un moment de crise. Et donc, en fait, avoir ces bonnes habitudes au quotidien, bah, ça peut quand même avoir un impact qui permet d'avoir une vie normale parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être embêté pour des problèmes gynécologiques. Alors, Sadio demande, est-ce qu'il y a une différence de prise en charge en cas d'adénomyose? Alors, sûrement, maintenant c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra pas traiter ici, mais il y a une petite différence de prise en charge. Là, je vois par exemple pour Maria au niveau SOPK également. En fait, ce sont en fait, l'objectif, c'est vraiment de lutter contre les inflammations, que ce soit SOPK, endométriose, etc. Donc, c'est à peu près les mêmes conseils nutritionnels. Bien sûr, après, la prise en charge, on va dire, individuelle va dépendre vraiment de la personne. C'est ce que nous traitons dans le cadre justement des coachings nutrition et parce que les personnes, chaque personne a ses habitudes de vie, son contexte, etc. Et tout ça est lié en fait. Ok, d'accord. Donc là, c'est vrai que l'adénomiose, c'est lié avec les kystes, je crois, c'est les fibromes, etc. Donc ça, c'est vraiment médical. Il faudra voir ça directement avec peut-être votre médecin qui va vous donner les bonnes indications. Et puis après, effectivement, vous pouvez prendre un coaching avec Andy si c'est important pour vous, Sadio, d'apporter un équilibre dans votre alimentation. On a Émilie qui dit l'alimentation anti-inflammatoire limite l'espace. Donc, elle le confirme. Donc, tu vois, Andy, on a une de nos participantes qui valide ce que tu dis. Elle dit qu'elle a retiré les produits laitiers, crème et lait. Elle limite le gluten et privilégie le bio. Et elle dit qu'effectivement, les abdos hypopressifs aident considérablement à l'inverse des crunchs, donc c'est-à-dire quand vous faites des pompes un petit peu là où on se relève, les abdos comme on dit, qui sont plus proscrits. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est super intéressant, hein, vraiment vos retours, super intéressant. Donc, on avance sur nos petites slides. Voilà. Donc là, ce sont les petites astuces au niveau activité physique. Alors, par exemple, qui a parlé du bio, j'ai privilégié le bio, c'était Émilie. Alors, pourquoi il faut privilégier effectivement le bio en cas d'endométriose, tout simplement parce que il faudrait diminuer l'exposition à des toxiques environnementaux. Et donc, par exemple, donc c'est l'autre slide, mais là, on peut déjà limiter les aliments pro-inflammatoires. Donc, quand je dis pro-inflammatoire, anti-inflammatoire, c'est vrai que c'est un raccourci qu'on utilise maintenant, hein, mais il n'y a pas de, on va dire, voilà, c'est pour mieux comprendre les choses. Donc, les aliments pro-inflammatoires, on le sait, ce sont les sucres raffinés, hein, tout ce qui va augmenter l'inflammation, donc les gâteaux, les sodas, les bonbons, tout ce qui est vraiment produit, on va dire, ultra transformé, le gluten, on en a parlé, les produits laitiers, certains produits laitiers, effectivement, et comme j'ai dit tout à l'heure, les aliments ultra transformés, et notamment les charcuteries, les plats préparés, etc. Donc, ce sont des aliments qui seraient effectivement pro-inflammatoire qu'il convient de diminuer dans notre alimentation en cas d'endométriose. Alors, pourquoi privilégier le bio quand on a l'endométriose? Parce que dans les produits qui ne sont pas bio, on a plus, on va dire plus de pesticides, etc. qui sont présents dans certains fruits, dans certains légumes et qui auraient comme conséquence justement de perturber les fonctions hormonales de notre organisme. Donc, c'est le cas aussi des plastiques qui contiennent du bisphénol A et certains cosmétiques ou produits d'entretien.
Donc voilà, avoir à l'esprit en fait qu'il y a tous ces produits-là, même si ce sont pas des produits alimentaires, eh bien ils peuvent quand même aussi impacter, on va dire les douleurs de l'endométriose ou l'évolution de l'endométriose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va. Donc je continue. Donc là, je suis presque au bout de la présentation. Ce qu'il faudrait, c'est donc de construire une alimentation adaptée. Une alimentation adaptée à quoi? Adaptée à notre corps, nos habitudes, notre contexte de vie, etc. Et puis essayer vraiment d'intégrer tous ces éléments-là dans notre quotidien et dans notre alimentation. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Ça reste des exemples qui peuvent en fait illustrer un petit peu tous les propos des slides précédentes. Donc là, j'ai mis un exemple de petit déjeuner. Alors attends, juste Landy, je donne juste une petite information qui peut peut-être aider les participantes. Vous pouvez prendre en photo ces slides pour pouvoir les garder en mémoire. Si vous voulez toutefois retourner dessus, n'hésitez pas à les prendre en photo. D'accord. Donc pour le petit déjeuner, j'ai mis 3 exemples. Porridge aux graines et fruits rouges, donc les flocons d'avoine cuits, sans gluten, avec du lait végétal, donc en fonction des préférences, en fonction des goûts aussi, en fonction, voilà, il faut surtout pas entrer dans une alimentation où on va être contraint de manger ci ou de manger ça. Graines de chia, pardon, les fruits rouges, très riches en antioxydants, et les fruits rouges aussi, ce sont les fruits les moins caloriques de tous les fruits. Donc les baies et les fruits rouges sont les fruits les moins caloriques. Amandes ou noix, donc qui apportent des oméga 3, miel ou sirop d'érable, bien sûr en petite quantité. Donc la smoothie vert et tartine de sarrasin, ou des œufs brouillés et avocat. Donc ça, je vais pas détailler chaque menu. Effectivement, n'hésitez pas à prendre des photos et vous inspirer un petit peu de cela, mais bien sûr, bien évidemment, voilà, il faut dans le respect de vos préférences alimentaires, de vos contextes de vie, bien évidemment. Le déjeuner, donc ça peut être salade au saumon, ou Bouddha bol équilibré, ou poisson blanc et légumes rôtis. Donc là, vous allez voir le fil rouge qui conduit la construction de ces menus-là. Et c'est la présence de protéines, les protéines, les sources protéiques. Protéines maigres, comme les volailles, les poissons, les œufs, etc. Et on a toujours l'huile d'olive, curcuma, qui est aussi un condiment, une épice intéressante pour sa propriété antioxydante, le dessert, etc. Tout ce qui est compote de pommes, donc privilégiez vraiment les produits faits maison si vous avez le temps de cuisiner. Même si vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez cuisiner en grande quantité, faire le batch cooking comme on dit actuellement, et puis les réserver au congélateur et en prendre petit à petit tous les jours. Donc ça, ce sont des idées pour le déjeuner. Et pour le dîner, pareil, j'ai mis ici quelques exemples. Voilà. Donc, on est presque au bout de notre webinaire. En tout cas, la combinaison de tous ces aliments-là, en fait, va vous permettre d'aider à réduire l'inflammation, à équilibrer le métabolisme hormonal et éviter donc les perturbateurs endocriniens qui sont plutôt présents dans les produits non bio. Voilà. Landy, j'avais une question au sujet de la consommation du soja. Est-ce qu'elle est recommandée dans le cas de l'endométriose?
Alors, la consommation de soja, le soja contient, on va dire, des isoflavones qui miment l'œstrogène. Et donc, étant donné que le soja mime l'œstrogène, des fois le corps va réagir comme si c'était des œstrogènes. Et du coup, ça va impacter on va dire, ça va aller dans le sens pro-inflammatoire que anti-inflammatoire. Merci. On te demande, est-ce que tu peux remettre la slide sur le dîner? Ouais. Je pense qu'elles vont les prendre en photo. Donc, soupe, galette végétale, wok de légumes et tofu, omelette aux légumes et avocat. Alors, ça ne veut pas dire, là, tu as donné vraiment des exemples, comment je vais dire, Ce sont des idées. Voilà, exactement. Mais par exemple, est-ce que quand je mange un couscous, est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que quand je mange un McDo ou du fast-food, est-ce que c'est inflammatoire? Ou est-ce que, par exemple, quand je prends quelque chose comme des boissons comme du gazeux ou du gingembre ou des trucs acides, c'est inflammatoire? Qu'est-ce qui est, en termes alimentaires, inflammatoire, par exemple, et qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, tout ce qui est inflammatoire, donc déjà, encore une fois, c'est un raccourci, mais bien sûr, on se comprend. Alors, tout ce qui est inflammatoire, ce sont les produits industriels, les produits ultra transformés, c'est-à-dire les sodas, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, etc. Tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est, oui, les sodas, donc ce sont les boissons gazeuses. Par exemple, les plats préparés, la pizza fresh up que tu achètes toute faite, tout à Sodebo, ça, on considère que c'est de l'alimentation transformée, donc c'est inflammatoire. Mais si moi, je me fais une pizza maison, par exemple, est-ce que c'est OK? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, par exemple, la pizza ou l'autre exemple, c'était quoi, Élodie? Pizza et Pizza, le couscous, je parlais du couscous. voilà. Donc, en fait, si vous achetez, par exemple, plat préparé, regardez tout ce qui est le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est important de voir le Nutri-Score du produit. Est-ce que c'est A, B, C, D ou E? Donc, privilégiez les produits préparés, les produits industriels à Nutri-Score A, B ou C, et limiter la consommation de produits Nutri-Score D et E. Voilà. Si on achète des produits préemballés. Alors, si on parle du couscous, le couscous, c'est vraiment le plat idéal. C'est-à-dire qu'on a plein de légumes, on a une bonne quantité de protéines et on a la semoule. Si vous pouvez mettre un petit peu de semoule semi-complète ou complète, ce serait idéal, mais le couscous est vraiment un plat qu'on peut manger, qu'on peut recommander. Ça reste healthy, quoi, en fait. On est dans quelque chose de plutôt sympa. OK, il y a Laurence qui pose une question et n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps devant nous, mesdames, si vous avez d'autres questions. Laurence, elle demande si le gingembre est conseillé dans le cas de l'endométriose. Alors, le gingembre est plutôt épicé. C'est en général déconseillé de prendre quelque chose qui pourrait irriter. Donc, si vous de par, dans le naturel d'habitude, vous pouvez et vous supportez bien les épices un petit peu fort, pourquoi pas. Mais moi, je déconseillerais quand même tout ce qui est gingembre, tout ce qui est piment, tout ce qui est les épices un petit peu forts. Il vaut mieux aller vers le curcuma. Le curcuma a une propriété antioxydante. Vers quoi aussi les herbes de Provence, etc. Pour utiliser en tant que exhausteur de goût de vos plats.
Ok, on t'a une autre question. Euh, Le chocolat chocolat noir. Aïe. Et la blanc. semoule, est-ce que c'est du blé? Est-ce que la semoule du couscous, c'est du blé? Je ne sais pas. Ça, par contre, je ne sais pas. La semoule, en tout cas, est classée dans les catégories produits céréaliers et féculents. Alors, est-ce que c'est du blé ou pas? Marine nous dit oui, du blé dur. Donc, Angélique, vous avez la réponse, c'est du blé dur. Le chocolat noir, Laurence, je ne pense pas que ce soit un aliment qui pourrait accentuer l'inflammation s'il est consommé avec modération. Alors en fait, je pense que la question d'Angélique, c'est elle demandait si le couscous est du blé. Donc oui, c'est du blé. Donc elle pensait gluten. Donc est-ce qu'on peut faire un couscous avec quelque chose qui n'est pas du blé? Par quoi on peut le remplacer, par exemple? Ça, c'est une première question. Et à Myriam qui pose une question très intéressante. Elle demande, les inflammations sont déclenchées directement après le repas ou il faut un certain temps et plusieurs repas pour que l'inflammation intervienne? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Parce que les inflammations, elles sont là de façon permanente, mais ce sont les douleurs en fait. Les douleurs, ce sont peut-être les douleurs. Myriam, vous voulez parler des douleurs liées aux inflammations, c'est ça? Oui, oui, je pense que c'est ça. Elle parlait de après le repas. Est-ce que c'est l'inflammation, elle est immédiate ou est-ce qu'elle prend un peu de temps? Et je pense que c'est propre à chacun en réalité. C'est la réaction de son propre corps et la sensibilité qu'on a à l'alimentation qu'on a ingérée. Je pense que c'est ça que vous vouliez savoir, Myriam. Ouais. C'est propre à chaque personne et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ben, la nutrition, comme vous avez vu, hein, c'est pas de la science exacte. C'est pas de la science exacte, donc c'est vraiment propre à chaque personne, à comment elle réagit face à un changement au niveau de son alimentation ou pas. Il y a un changement peut être drastique chez une personne, mais l'autre personne qui va intégrer et introduire le même type de régime alimentaire va, va rien ressentir en fait. Oui, finalement, c'est un peu comme l'allergie. Tu peux être allergique au pollen et avoir une réaction immédiate quand il y en a ou avoir une réaction un peu en décalé. On a plein d'autres questions qui arrivent lundi. Il y a Marine qui dit, pour info, les céréales à proscrire sont BASOK, blé, avoine, seigle, orge, épeautre, petit épeautre, ok, et Camille. Ça, c'est Très bien. intéressant à savoir. Ouais, ouais, très bien. Merci Marine. Jessica, elle dit, pour ma part, cela vient parfois rapidement. Mmh. Et d'autres fois, cela met plus de temps. Donc, on voit Ouais. que c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, on a eu un bon. Je trouve que c'était très intéressant. Dites-nous si vous avez appris des choses, si ce webinaire, ça vous a donné quelques tips pour mieux gérer vos symptômes au quotidien. C'est vrai que l'endométriose, on n'en parle pas beaucoup, mais ça commence à devenir de plus en plus un sujet qu'on évoque même en entreprise, puisque du coup, on a conscience en fait de l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme au quotidien. Ça va avoir un impact sur ce que vous avez à faire dans la journée, au travail, à la maison, parce que quand on est en pleine crise, eh ben, on peut plus rien faire. Et c'est bien de savoir qu'il y a des choses, dont l'alimentation, qu'on peut adapter pour un mieux-être, n'est-ce pas, Landy? Tout à fait. Tout à fait. C'est le mot. C'est vraiment un mieux-être et à chaque personne d'adapter en fait en fonction de ses douleurs, de sa propre personne et aussi peut-être au niveau des douleurs. En fait, plus on s'approche des règles, hein, plus on avance dans notre cycle menstruel, et ben les douleurs peuvent varier aussi. Donc là tout à l'heure, quand c'était qui avait parlé, voilà, c'était Myriam. Est-ce que c'est déclenché tout de suite après le repas ou il faut attendre plusieurs repas? Cela peut dépendre aussi du moment où vous êtes, le temps de votre cycle menstruel. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui
auquel on ne pense pas. Je sais que l'année dernière, avec ma bonne fille, on a fait un super webinaire sur la maîtrise de son cycle menstruel et de se rendre compte en fait qu'il est en plusieurs phases et à chaque phase, on est dans un état différent parce qu'on a les hormones qui jouent énormément dessus et le corps qui nous parle. Donc, c'est important aussi, mesdames, de bien connaître votre cycle, savoir ce qui se passe à chaque période, peut-être noter comme un petit journal pour savoir comment vous vous sentez quand il y a des symptômes émotionnels, physiques, physiologiques, etc., pour pouvoir justement adapter en fonction. Voilà. Alors, il y a Jessica qui nous dit: cela m'a été utile. J'ai une endométriose depuis plus de 15 ans. Je me suis déjà beaucoup renseignée, mais je ne savais pas que l'activité physique pouvait avoir un impact. Et ben, on est très contente que ça vous ait aidé, Jessica. Nathalie nous dit: merci Marine, c'est une super info. Quant au chocolat noir, il n'est pas recommandé. Il contient du sucre, en tout cas à voir. En tout cas, pas bon pour les reins. Voilà, donc là, c'est une information à aller chercher. Et vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous avec Landy si vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de votre alimentation concernant ce sujet. Donc, si vous avez encore des questions, ben, vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement avec Landy en allant sur son lien Calendly. Voilà, pour pouvoir aller plus loin. Et puis, vous allez pouvoir rechercher ensemble toutes ces infos parce que Landy, elle est diététicienne nutritionniste, mais elle n'a pas tout dans la tête. Alors, parfois, il lui faut du temps pour faire des recherches et vous proposer véritablement un accompagnement qui va être vraiment adapté, que vous allez apprécier, avoir des tips au quotidien. En tout cas, merci beaucoup, Landy. C'était très instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. On va toutes faire attention à notre alimentation, qu'on ait de l'endométriose ou pas, parce que de toutes les manières, ça a un impact même sur le cycle menstruel. Je vous dis à très, très bientôt. Merci encore, Landy. Je peux te laisser le mot de la fin, peut-être. Eh ben, le mot de la fin, c'est ne vous stressez pas. C'est un petit pas à la fois, un petit changement à la fois, et c'est l'accumulation des petits changements au quotidien qui va faire que. Voilà. Merci beaucoup, Landy. Je vous souhaite une excellente journée à toutes. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur le replay de la plateforme. Vous pourrez même le partager à des collègues ou à des amis. Je vous dis à très bientôt sur la plateforme Ma Bonne Fée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.